toute fièvre au retour d'une zone tropicale est a priori un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Et là, le réflexe doit être tout de suite prise de sang. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire, c'est une maladie parasitaire du globule rouge et ce parasite est transmis par la piqûre d'un moustique qui s'appelle l'anophèle. Le paludisme sévit actuellement dans les zones intertropicales, sur toute la planète, et c'est surtout un problème de santé publique en Afrique. Et en particulier en Afrique noire tropicale, c'est-à-dire en gros du sud du désert du Sahara jusqu'au nord de l'Afrique du Sud. Le problème du paludisme d'importation, c'est-à-dire celui que risque de développer un individu qui vit en Europe et qui va partir pour un séjour de plus ou moins long en pays tropical et en particulier en Afrique tropicale, c'est de se trouver exposé pour la première fois à l'agent du paludisme et en particulier à l'agent du paludisme qui tue, qu'on appelle Plasmodium falciparum. Ce neuropaludisme est une lésion provoquée par cette importante perturbation du métabolisme du globule rouge. Vous savez, quand l'anophèle pique, en 30 minutes, la forme parasitaire contenue dans ces glandes salivaires va se retrouver dans le sang périphérique, capillaire puis sang périphérique, et va aller gagner le foie. Dans le foie, le parasite reste là pendant quelques jours, en gros une grosse semaine on va dire, où il va se multiplier. Et cette période de multiplication dans le foie est une période tout à fait silencieuse. Il n'y a absolument aucun signe. L'individu infecté ne sait même pas qu'il est infecté. Et puis, après cette multiplication du parasite dans le foie silencieuse, le parasite va aller dans le sang périphérique et plus particulièrement, et c'est ce qui fait le danger de Plasmodium falciparum, il va aller se multiplier dans les vaisseaux capillaires, les plus petits vaisseaux, en particulier dans le système nerveux et en particulier dans le cerveau. Le globule rouge parasité va développer à sa périphérie des protubérances, qu'en anglais on appelle KNOB, K-N-O-B, et ces protubérances vont se coller à la paroi des vaisseaux, et en particulier des vaisseaux cérébraux. Le fait qu'il se colle à la paroi des vaisseaux va empêcher le bon passage du flux sanguin et en particulier de l'oxygène, puisque le sang apporte l'oxygène pour le cerveau. Il suffit de très peu de temps pour qu'une zone du cerveau qui n'est pas bien vascularisée meure, entraînant une séquelle absolument irréversible. On va regrouper plusieurs complications, une atteinte grave du cerveau provoquée par le manque d'oxygène au niveau du cerveau, également une atteinte rénale, une insuffisance rénale liée à l'absence d'oxygène au niveau des reins, et également une insuffisance pulmonaire liée à une perturbation, une destruction des petits capillaires qui assurent une oxygénation décente des globules rouges. Mon mari s'appelle Jacques. Ça s'est passé un mois de janvier. Jacques travaillait à l'étranger en plateforme pétrolière ou à terre. Depuis le mois de décembre, il se trouvait au Congo, à terre. Vers le 19 janvier, il est rentré chez nous, en France. Nous habitons dans la Drôme, à environ 50 km d'Avignon. Une semaine après son retour, il a commencé à se dire fatigué, à avoir de la fièvre. Le surlendemain, il est allé voir un médecin. Il est rentré à la maison en me disant que c'était la grippe. 2 jours plus tard, se sentant plus mal,
Il est retourné voir le médecin qui lui a donné un autre traitement, tout en répétant que c'était la grippe. Le jeudi après-midi, en rentrant du travail, je vois que Jacques est de plus en plus mal. Il est enflé, il a les yeux jaunes, il respire difficilement. J'appelle les pompiers, je leur dis que mon mari va très mal et que je voudrais qu'ils l'emmènent à l'hôpital le plus proche. Ils n'ont pas voulu venir et m'ont conseillé de retourner chez notre médecin, qui nous a fait une lettre, mais qui ne voulait pas reconnaître que Jacques était aussi mal. Sur le chemin de l'hôpital, j'étais pas tranquille. Le médecin de la boîte au Sénégal où je travaillais voulait me donner du Prozac pensant que je faisais une dépression. J'ai refusé de prendre le Prozac et décidé de rentrer en France 3 semaines me reposer. Et arrivé ici, je me suis dégradée petit à petit à plus pouvoir marcher, à plus pouvoir voir, à plus pouvoir parler, jusqu'au néant total. Donc le médecin avait diagnostiqué je ne sais plus quoi et donc j'ai plongé le trou noir. Je me suis retrouvée en réa d'un hôpital où ils ont été complètement dépassés. J'avais été envoyé par ma société, une filiale de la Caisse des dépôts, au Congo-Brazzaville. Je suivais correctement la médication préventive antipaludéenne, préconisée à cette époque. Après quelques semaines, j'ai eu une asthénie sans fièvre. Je suis allé consulter. Le médecin n'a rien vu et ne m'a pas pris au sérieux. Le lendemain, j'étais en complète confusion et hospitalisé, avec un diagnostic de consommation volontaire ou involontaire de drogue. Heureusement, le médecin de l'hôpital a pensé à me faire le test de la goutte épaisse, qui permet de diagnostiquer le paludisme. Début 2009, je suis au Cameroun pour un tournage de film sur la question de la souveraineté alimentaire. J'arrive là-bas fatigué, les conditions sont difficiles, je tourne dans des zones marécageuses, très impaludées, je me fais piquer des centaines de fois par les moustiques. Voilà, donc j'ai pas assez de protection, donc toutes les conditions sont défavorables. Au retour en France, quelques jours après, je m'en vais voir mon ami Gérard pour commencer à préparer le montage. Et là, au bout de quelques jours, j'ai des problèmes de concentration, de fièvre, j'ai des absences. Je vais voir un toubib dans le coin qui me reçoit, à qui je raconte que je rentre d'Afrique, mais qui ne fait pas très attention à ça, et qui me dit en ce moment, de toute façon, c'est la grippe, tout le monde a la grippe. Vous avez la grippe, au stade où vous en êtes, c'est aspirine et vitamine C, et voilà. Bon, donc je rentre, je prends aspirine et vitamine C, et puis ça continue de manière un peu intermittente, et voilà. Je rentre chez moi à Marseille, j'ai un tournage à faire en continuation de ce film que je tourne. Au moment de commencer le tournage, je me sens incapable, donc je demande à Gérard de prendre la caméra à ma place, ce qu'il fait. Voilà, donc ça se passe, les jours se passent, des fois je suis pas bien, quelquefois je vais mieux, et bon voilà. Peu de temps après, je dois aller à Paris rendre compte de mon tournage à l'ONG qui a financé ce film, et j'ai une réunion donc avec les responsables à qui j'annonce d'entrée de jeu que je suis fatigué au point que je crois que je ne vais pas être très très cohérent dans mon compte-rendu, ce qui est vraiment le cas, je crois que je raconte à peu près n'importe quoi, et en sortant de là, je me retrouve sur le trottoir à Paris et je ne sais plus du tout où je dois aller. Je connais Paris comme ma poche, je connais cet endroit aussi, et là je ne sais plus si je dois aller à droite, à gauche, où est le métro, dans quel sens, enfin je suis totalement désorienté au point que finalement me reste en tête une seule chose, c'est le nom de la rue, où est l'hôtel où je réside, et donc je me dis la seule solution c'est de prendre un taxi. Ce que je fais, je prends un taxi et je me retrouve quand même malgré tout à cet hôtel. Après commence le gros trou noir. Tout médecin généraliste, devant un syndrome fébrile, doit poser cette question, avez-vous ou non séjourné sous les tropiques? Et si le patient a séjourné sous les tropiques, il faut absolument que le médecin fasse une prescription pour faire une recherche de paludisme en laboratoire. Si la personne revient depuis 15 jours d'un séjour en Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, il faut qu'elle le dise au médecin quand elle a de la fièvre, et il faut aussi que le médecin
pense à poser la question alors qu'il a sa salle d'attente de son cabinet remplie de patients qui sont là en pleine épidémie de grippe. Et que faut-il faire dans ce cas-là? Il faut faire une prise de sang pour la recherche de paludisme dans un laboratoire. Alors on appelle ça la goutte épaisse, on appelle ça le frottis sanguin. Ce qu'il faut faire, c'est la recherche de paludisme par prélèvement sanguin. Tout retard diagnostique au paludisme peut entraîner des conséquences graves. Sachant que si on ne traite pas un paludisme, on meurt du paludisme. C'est une maladie mortelle. Chaque année, on déplore quelques cas de paludisme mortel en France, parce qu'on est arrivé trop tard. Et dès le lendemain, j'étais en coma, stade 2. Le diagnostic de palu avait été posé et le médecin de l'ambassade de France avait signé mon ordre de rapatriement. Ce rapatriement, qui aurait pu être effectué le soir même, a été différé en raison des atermoiements de ma société et de son assureur, Mondial Assistance. Il a pu se faire le lendemain soir, grâce à l'énergie déployée par l'équipe locale de ma société pour récupérer mon passeport au service de l'immigration et organiser mon transfert vers l'aéroport. Sans cette équipe locale et son énergie, je serais mort. Mon rapatriement s'est fait alors que j'étais dans un état neurologique alarmant, coma stade 3, arythmie cardiaque et mouvements d'enroulement bilatéraux par manque de contrôle des muscles par le cerveau. Je suis resté dans le coma pendant environ 10 jours, avec un pronostic vital engagé, comme on dirait aujourd'hui. Donc j'ai été rapprochée d'un autre hôpital plus important qui est près d'un CTC au niveau pour les transfusions. Et voilà, là ils ont fait enfin une goutte épaisse. Voilà, et au sein de l'association, je vois tous les cas, enfin les survivants. On a tous ce problème de diagnostic, c'est-à-dire que on est tous diagnostiqués pour une fièvre ou pour et on ne fait pas de goutte épaisse alors qu'on vient d'Afrique ou on vient d'un pays un paludé. Et voilà, c'est comme ça que tous on s'est retrouvés. Voilà, j'ai pas voulu réaliser parce qu'on réalise pas en fait du tout. Et ils voulaient pas me laisser repartir sur l'Afrique alors que j'avais la rentrée scolaire de ma fille. J'ai signé une décharge, je suis repartie donc au Sénégal et j'ai rechuté en 2000. J'ai été réhospitalisée. Donc du coup, j'ai décidé de quitter l'Afrique. Une fois aux urgences, nous avons attendu un quart d'heure avant qu'un médecin arrive. Plus tard, ce dernier est venu me dire que Jacques avait le palu. On lui a fait prendre de la quinine et on l'a mis sous oxygène. Ils ont cherché un hôpital pour le transférer en réanimation, en soins intensifs. Nous avons attendu 3 heures avant l'arrivée du SAMU. Et finalement, il a été transféré à l'hôpital d'Avignon. Le lendemain, à midi, j'ai eu le droit d'aller le voir. Il était faible. Je lui ai donné à manger. Puis je suis repartie et je suis revenue avec mes 2 enfants à 18h, à l'heure de la visite. Et là, le cauchemar a commencé. Jacques avait eu des convulsions. Je me demande pourquoi on nous a laissé entrer dans sa chambre vu son état. J'ai pris peur. On nous a fait sortir. Après avoir été intubé, il est tombé dans le coma. On nous a annoncé un taux d'invasion du parasite à 25%. Le parasite avait attaqué le foie, puis les reins. Des œdèmes se sont formés à plusieurs endroits, dans le corps, puis au cerveau. Jacques a été transfusé, dialysé. Il est resté 46 jours en réanimation. Trou noir, donc heureusement, j'avais rendez-vous avec la mère de mon fils dans l'hôtel où j'étais. Et donc elle vient me retrouver, voit tout de suite que je suis dans un état assez catastrophique, réagit très bien et se dit il faut l'emmener à l'hôpital ce gars. Donc elle emporte mes affaires, on monte dans un taxi, elle m'emmène à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où donc on me fait des tests. Voilà, moi à cette époque, à ce moment-là, je suis déjà plus dans l'histoire, je suis inconscient, je n'ai aucun souvenir de tout ça. Donc à la Pitié-Salpêtrière où finalement on me fait des examens, la goutte épaisse. On se rend compte que c'est un palu et un palu grave.
Et comme il n'y a pas de place au service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, donc je suis emmené en ambulance à l'hôpital Cochin. Où à l'arrivée à l'hôpital, je tombe, me dit-on, dans le coma et je suis resté 9 jours dans ce coma. Au cours desquels on a dit à mes proches que le pronostic vital était engagé et que sans doute je ne m'en sortirais pas, que je ne reviendrais pas. Et puis finalement, je s'en suis revenu malgré tout. Donc je sors du coma, je suis alité, je ne peux pas bouger, je peux à peine parler, je ne peux pas bouger les jambes, j'ai un bras qui est complètement paralysé. Au bout des 2 mois de réanimation à l'hôpital Cochin, j'en sors en fauteuil roulant pour aller dans un centre, un hôpital spécialisé de rééducation, où je me tape des mois, 3-4 mois de rééducation fonctionnelle, kiné à fond, de l'orthophonie. Je vois aussi une psychothérapeute pour parler, parce que c'est bizarre de sortir du coma et de revenir à la vie, surtout quand on apprend qu'on a failli passer de l'autre côté. Au bout de ces quelques mois, je sors de là et je vais passer plus d'1 an de convalescence dans une maison à côté de Paris. Convalescence qui sera bien utile parce que franchement, le temps de revenir dans la vie, c'est long, c'est pas si simple que ça. Et pendant plus de cette année, là, je vais régulièrement, chaque semaine, en visite chez un kinésithérapeute qui me permet de retrouver toute ma motricité, ma mobilité. Aussi chez une orthophoniste pour que je réapprenne à parler. Et puis chez un psy pour aussi comprendre ce que c'est que de revenir à la vie, arrêter de m'identifier à ma maladie et voilà, me réhabituer à cette situation quand même assez nouvelle pour moi. Voilà, la convalescence se termine au bout de plus d'1 an, à la fin de laquelle je retourne vers une vie, on va dire, à peu près normale. D'une façon générale, si le diagnostic de paludisme est rapidement fait, même s'il y a déjà des petits signes cérébraux, et si le traitement est rapidement prescrit, il n'y a aucune séquelle. Et c'est vrai que plus on est en retard, une fois de plus, sur le traitement, plus on risque d'entraîner des lésions qui s'aggravent. Si l'état de paludisme cérébral dure pendant plusieurs jours, là, il va y avoir des séquelles possibles. En fait, c'est une maladie qui peut entraîner des séquelles dégénératives et des séquelles irréversibles, en particulier au plan neurologique. Il peut y avoir des lésions très focalisées provoquées par des petites hémorragies cérébrales et les séquelles vont être liées à la localisation de ces petites hémorragies cérébrales. Quand vous ne vascularisez pas pendant quelques secondes un tissu neurologique, eh bien ça ne repousse plus. Et donc ça ne se régénère plus. Pour certaines personnes, les hémorragies cérébrales vont se dérouler dans des zones finalement pas très importantes au niveau du fonctionnement cérébral. Pour d'autres, malheureusement, ce sont des zones plus importantes, touchant des fonctions plus vitales qui vont être atteintes et pour lesquelles la récupération sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus lente. Mon expérience me permet de dire qu'on ne doit négliger aucune de ces séquelles, mais que malheureusement, on n'a pas aujourd'hui de traitement de ces séquelles, si ce n'est des traitements palliatifs. Et c'est très difficile de faire reconnaître aujourd'hui, par les responsables de la santé, que ces séquelles sont effectivement dues au paludisme. Après 2 mois, j'ai repris mon activité, avec l'interdiction de la médecine du travail de me faire repartir en zone impaludée. En fin d'année, j'étais licencié pour raisons économiques. C'était une autre époque. Ma vie professionnelle a repris après une période de 2 ans de chômage. Ce neuropaludisme l'a affecté de façon déterminante. Médicalement, j'ai eu des périodes de grande fatigue et de dépression. Mon entourage a noté des modifications importantes de comportement, raisonnement, mémoire, énergie. Professionnellement, mon salaire s'est retrouvé inférieur de moitié par rapport à la moyenne des ingénieurs de mon école. J'ai ensuite dû traverser 5 années de chômage et 2 de chômage partiel. J'étais numéro 2 d'une boîte, je travaillais beaucoup, j'avais un cheval, je faisais des compétitions hippiques, je faisais des concours de rock, j'avais une vie super.
Et aujourd'hui, bah, je suis rien. En fait, je suis un tas de viande. Je sais pas comment on peut dire ça. D'avoir peur de la moindre crise. Pour rester une journée, 2 jours, une semaine sans pouvoir avoir envie de rien. En fait, rien ne se passe et les souffrances physiques sont telles que... Nathalie Constantin, elle fait partie des personnes qui ont des séquelles qui sont très certainement dues au paludisme. C'est un cas, je dirais, atypique, mais j'en ai vu des cas de séquelles atypiques. Il n'y a pas un cadre bien défini, comme je disais au début, de toutes les séquelles dues au paludisme. Parce que c'est compliqué, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la période d'anoxie cérébrale qu'il peut y avoir dans le paludisme peut toucher des aires très différentes du cerveau. Et on pourrait imaginer, par exemple, je le dis comme ça, quelqu'un qui devient aphasique, qui ne parle plus, et qui ne parle parce qu'il a eu la zone de la parole qui a été touchée, comme quelqu'un qui va faire des crises comiciales, des crises d'épilepsie, comme quelqu'un qui va peut-être être paralysé ou avoir des troubles de la sensibilité. Donc tout est possible. Bon, déjà, j'ai tout le côté gauche qui ne répond pas. Dès que je fais un effort, je mets 3 jours à m'en remettre. C'est cartilage, c'est le dos, c'est les organes, c'est la tête, c'est faire des maux de tête tout le temps, c'est des hurlements dans les oreilles, là, c'est insupportable. Et puis, oui, cet état... apathie, comme je disais, de vouloir faire quelque chose et 2 minutes après d'avoir oublié ce que j'avais envie de faire. Du coup, j'ai ce problème de mémoire, de concentration, d'orientation. Et puis surtout ce problème de... à l'hôpital Pasteur, on a fait des essais cliniques. Quand je donne un ordre, ça met un certain temps à arriver, donc je chute. Donc... effectivement, depuis le trauma crânien, là, avec l'hémorragie méningée, je suis un légume, j'ai peur de tout, de me lever, parce que je fais des croches. La dernière, il y a quelques mois, là, j'avais des bleus partout, je me fais pipi dessus, je fais des crises, et on me retrouve inerte par terre, voilà, c'est horrible, quoi. Parce qu'il y a des moments où on a envie de tout plaquer, de se foutre en l'air, en fait. Hein. Les examens médicaux que je fais depuis la maladie ont montré, notamment en scintigraphie et IRM cérébrale, les zones de mon cerveau qui ont été lésées. Et la lecture de ces examens par des radiologues et tout laisse entendre qu'il y a une vraie correspondance entre les symptômes que je ressens, des séquelles, et ce qui apparaît sur ces images. D'abord, principalement, c'est une fatigue permanente, on m'avait averti, mais franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça dure si longtemps. Après, voilà, j'ai des problèmes de concentration avec la lecture. Avant, je lisais 2 livres par semaine, maintenant c'est plutôt un livre tous les 2 mois, quelquefois avec difficulté. Pour mon métier, j'ai besoin d'écrire, et là, c'est que ça devient compliqué, alors qu'avant, c'était pas trop compliqué. Et puis, quand j'écris, y compris même quand je tape sur un clavier d'ordinateur, il faut que je relise chaque ligne, chaque mot, parce que je fais des fautes à chaque ligne, à chaque mot, ce qui n'était pas le cas avant non plus. Dans la série, j'ai aussi des problèmes d'équilibre. J'ai essayé maintes fois de remonter sur un vélo, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas de vivre. J'ai des problèmes d'orientation. Très régulièrement, je sors d'un endroit pour aller dans un autre endroit que je connais, et je pars dans la direction opposée sans m'en rendre compte. Seulement au bout de quelques centaines de mètres, je me dis, mais bon sang, je me suis gouré, voilà, c'est pas la bonne direction. Après, j'ai des problèmes de mémoire chronologique, je confonds les dates du passé, celles du présent, je me crois au mois de février quand on est au mois d'octobre, etc. Bon, ça se corrige, c'est pas très très grave. Mais on arrive à vivre avec ça.
Mais voilà, il y a aussi un autre problème qui est lié au fait que mes séquelles ne sont pas reconnues par mon environnement. Beaucoup parce que j'ai longtemps été dans le déni et je les ai cachées, j'ai essayé de ne pas en faire mention. Je ne sais pas si c'est parce que ça me gênait ou que j'avais honte, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'ai tout fait pour que ça ne soit pas perceptible. Mais voilà, maintenant aussi, il faut que je dise que ça ne m'empêche pas de continuer à vivre, y compris de faire mon métier que j'aime beaucoup, de faire des films. Simplement, je travaille sur un rythme, je travaille et je vis sur un rythme nettement plus lent, plus apaisé d'ailleurs aussi, ce qui est bien. Et puis, il ne faut pas que j'oublie que l'âge avance et que, évidemment, je ne rajeunis pas et que ça ne peut pas améliorer les choses, forcément. Maintenant, si l'on peut dire, au niveau santé, tout va bien. Mais en fait, il ne peut bouger qu'une seule jambe, à peine le haut du corps et les bras très peu. Il est prisonnier de son corps. La déglutition est très difficile, les muscles sont contractés. Sa mâchoire aussi est contractée. On n'arrive même pas à passer une cuillère. Il est pour le moment en unité d'éveil. Mais il va falloir qu'il aille ailleurs. On m'a proposé un centre de vie familial ou le retour à la maison. Mais je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il aille dans un centre de rééducation neurologique. On va se battre pour ça. Il a 51 ans. Quand on lui parle, on arrive à le faire pleurer. Il a des émotions. Quand on blague, il rigole. On pense qu'il comprend beaucoup de choses, mais n'arrive pas à s'exprimer. Ni par des gestes, ni même en clignant des yeux. Jacques est bien éveillé par moments, il sait bien écouter, mais le plus souvent, il est lointain, absent. Plus tard, il a été accepté dans un centre de vie, où il est encore, mais n'a bénéficié d'aucune rééducation. Le paludisme, je vous l'ai dit tout à l'heure, est transmis par piqûre du moustique Anophèle. Donc la première partie de la prévention va consister à éviter la piqûre de l'Anophèle. Pour cela, il s'agit déjà de dormir sous moustiquaire. Moustiquaire, mais pas n'importe laquelle. Vous pouvez trouver dans certains endroits d'Afrique des moustiquaires qui sont encore accrochés au plafond et qui sont toutes délabrées. Non, il faut une moustiquaire imprégnée d'un insecticide. Et on dort sous cette moustiquaire. Il y a aussi les lotions anti-moustiques qu'on va mettre sur les parties découvertes. Autre lotion qu'on peut mettre sur les vêtements. On peut imprégner les vêtements avec des produits qui évitent même la piqûre du moustique au travers du vêtement. Autre volet de la prévention, la prise de médicaments pour compléter la prévention des piqûres. La prophylaxie médicamenteuse du paludisme repose sur la malarone et sur la doxycycline. Ce qui est très important, c'est de commencer à prendre le médicament au moment où on arrive dans cette zone tropicale, mais surtout de continuer au retour. Si on arrête immédiatement après, eh bien malheureusement, on n'est plus protégé et on peut faire un paludisme. Je me suis permis de proposer à mes étudiants pour un examen le cas de Denis Piningre parce qu'il était parfaitement démonstratif des erreurs qu'il ne fallait pas faire. Denis Piningre a effectivement pris une chimioprophylaxie pendant son séjour camerounais, mais malheureusement, il a arrêté sa chimioprophylaxie un petit peu trop tôt. Il aurait fallu qu'il la poursuive pendant plusieurs semaines. La deuxième erreur qui a été faite, c'est qu'il a consulté un médecin généraliste en période d'épidémie de grippe et que le médecin généraliste est tout de suite parti sur un diagnostic de grippe sans penser à demander à Denis s'il avait séjourné ou non dans un pays tropical. Je me sentais tellement incomprise et c'est vrai que je suis tout le temps alitée, je suis tout le temps couchée. Je me suis coupée du monde, je vois personne, j'arrive pas à descendre, enfin les cours, enfin c'est très pénible. Et j'ai décidé donc, une fois que je t'avais retrouvé, que j'ai retrouvé certaines personnes, après il y en a d'autres qui se sont ralliées, j'ai décidé de monter cette association, l'association des neurosurvivants du paludisme. On est une quinzaine de personnes au sein de l'asso.
pour qu'ensemble, qu'on soit plus fort et qu'on dise au secours on existe et au secours ce qui nous est arrivé c'est grave et ça peut arriver à n'importe qui. En fait cette association c'est comme une survie pour moi, c'est une bouée de sauvetage en fait. Et donc la force de cet asso c'est de vouloir alerter la population et penser aux prophylaxies lorsqu'on part à l'étranger.